Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, normalement, c'est mon collègue André Didier-Jean qui aurait dû présenter le conférencier, mais il se trouve qu'il a attrapé ce truc qui circule dans l'air, hein, et donc, voilà, il n'était pas disponible ce soir. Et surtout, bon, rassurez-vous, il va bien, mais ça n'aurait pas été très élégant de venir en étant porteur de ce machin très contagieux. Alors, donc je vais le remplacer et présenter donc brièvement Michel Prétali. Donc Michel Prétali est maître de conférence en italien à l'Université de Franche-Comté. Il est rattaché à l'Institut des sciences et techniques de l'Antiquité et ses recherches portent sur la transmission des savoirs de l'Antiquité à la Renaissance en Italie. Il dirige depuis 2017 une action de recherche au sein de la MSHE, donc la Maison des sciences de l'homme et de l'environnement. Et l'amphithéâtre où vous êtes fait partie des locaux de la MSHE. Une action de recherche qui est consacrée à la ruse, perçue comme un élément fondamental des activités humaines. Alors, il l'aborde, je dirais, dans toutes ses dimensions, sous toutes ses facettes. Et ce qui est la particularité des actions portées à la MSHE, hébergées à la MSHE, c'est que cette question est examinée d'une manière interdisciplinaire, en mobilisant différentes disciplines. Et c'est dans ce cadre-là, par exemple, qu'il a commis avec André Didier-Jean un ouvrage qui vient de sortir, qui s'intitule « Rusé comme un humain ». Voilà, à l'interface entre l'histoire, je dirais, des savoirs et puis la psychologie. Voilà, donc j'en dirai pas plus, puisque ce qui est important, c'est de l'écouter. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, à l'issue de la conférence, vous pourrez lui poser les questions que son exposé pourra susciter. Voilà. Michel, à toi. Merci Philippe. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie beaucoup d'être présents ce soir. Je suis très heureux de faire enfin cette conférence qui aurait dû avoir lieu l'an dernier, mais les restrictions sanitaires nous avaient obligés à repousser. Donc je remercie toute la MSHE aussi pour l'organisation de ce jeudi de la MSHE, mais des jeudis de la MSHE en général. Ce sont des initiatives qui sont vraiment très intéressantes pour nous, qui nous permettent d'ouvrir nos recherches à un public un peu différent de celui auquel on est habitué à nous adresser. Et je remercie tout particulièrement André Didier-Jean, comme l'a dit Philippe, qui ne peut pas être là ce soir, mais qui a travaillé avec moi sur la ruse. Alors ma présentation ce soir va en grande partie consister dans le récit de ruses de guerre qui nous conduiront de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle. Le titre est assez explicite à ce niveau-là. Mais on verra aussi dans quelle mesure ces ruses militaires du passé peuvent nous éclairer sur des situations plus actuelles. C'est en tout cas dans cette direction que va tendre ma conclusion notamment. Alors avant de débuter, quelques mots me paraissent nécessaires, en premier lieu pour caractériser le concept de ruse militaire, et en second lieu afin d'introduire la perspective dans laquelle moi j'aborderai ce sujet plus spécifiquement. La ruse est un objet d'étude qui n'est vraiment pas facile à cerner. Elle est fluide, elle est ondoyante, elle est mouvante, comme la métisse des Grecs, en fait, dont elle relève, très certainement. Et bon, sur ce concept-là, je ne peux que renvoyer aux ruses de l'intelligence de Marcel Détienne et Jean-Pierre Vernant. Et en tout cas, la ruse, on la trouve sous différentes formes et dans à peu près tous les domaines de l'activité humaine. Dans le domaine militaire, on situe souvent la ruse dans le cadre de son rapport dichotomique avec la force. Une bataille se gagne soit parce que l'on met dans la balance des moyens plus importants que l'ennemi, soit par un artifice de l'intelligence, indépendamment du rapport de force. Cette opposition entre force et ruse correspond à celle entre approche directe ou approche indirecte, que défendait l'un des plus grands spécialistes de l'art militaire du XXe siècle, qui s'appelait Sir Basil Henry Liddell Hart. Liddell Hart était même convaincu de la supériorité de l'approche indirecte. Dans les campagnes militaires de toutes les époques, selon lui, la ruse s'était révélée bien plus efficace que la force, en somme. Il a affirmé, par exemple, je cite, « En stratégie, le chemin apparemment le plus long, parce que le plus détourné, se révèle souvent comme étant le plus court pour atteindre le but. » La ruse est donc ce qui permet d'atteindre la victoire sans recourir à la force, ou tout du moins sans recourir principalement à la force. Il y a souvent besoin quand même d'un certain degré de force tout de même, et elle donne à voir les prouesses de l'esprit humain. Et c'est aussi ce qui en fait un objet d'étude fascinant.
Bien souvent, en outre, seule une ruse est capable de renverser des situations qui semblent désespérées, de sortir de l'impasse. Nicolas Machiavel résumait cette qualité de la ruse en disant que grâce à elle et à elle seule, je cite, « de vaincus que l'on était, on pouvait devenir vainqueur ». La ruse permet de retourner les situations. Elle apparaît donc, a priori, comme l'arme du plus faible. Et c'est vrai que dans nombre de cas, elle est l'arme du plus faible, mais pas toujours. En effet, il arrive également que celui qui dispose des forces les plus importantes fasse appel à la ruse. Lorsqu'il est mis en échec, par exemple, comme lorsqu'une place forte qu'il assiège résiste à ses assauts, et nous verrons que c'est le cas, par exemple, pour la ruse du cheval de Troie. Mais on peut également recourir au stratagème dans une configuration où l'on dispose de tous les moyens nécessaires pour l'emporter, mais que l'on veut réduire au maximum le coût de la victoire. Le coût de la victoire en moyens et en vie humaine. La ruse peut donc servir à vaincre un adversaire sans avoir à l'affronter directement, mais aussi à économiser, entre guillemets, des vies. Et dans cette dimension se dessine l'une des facettes de la ruse qui la rend aussi extrêmement intéressante. C'est son ambivalence du point de vue moral surtout, qui fait que la ruse peut être considérée, alors selon le contexte et selon le point de vue, comme géniale ou comme diabolique, comme le fruit d'une intelligence supérieure que l'on peut mettre au service du bien, ou comme le fruit de la malice qui conduit à la victoire par la tromperie. Dans un cas comme dans l'autre, on peut s'accorder à définir la ruse de la façon suivante. Une ruse apparaît comme un plan ingénieux, plus ou moins complexe, on verra qu'il y a différents degrés de complexité dans les stratagèmes qui sont mis en place, qui vise globalement à induire l'adversaire, ça c'est un aspect très important, à induire l'adversaire à se faire une représentation erronée de la réalité, afin qu'il adopte une mauvaise stratégie, qu'il prenne de mauvaises décisions, en somme, sans pouvoir suspecter le dommage qu'il encourt. C'est donc sur les mécanismes de la prise de décision que la ruse agit. Dans ces conditions, l'effet de surprise constitue, sans l'ombre d'un doute, un levier majeur de la ruse. Le capitaine rusé est celui qui saura l'exploiter au bon moment pour obtenir la réussite de sa manœuvre, à moindre coût. Ça, c'est la définition générale à laquelle mes recherches m'ont mené et sur laquelle je m'appuierai ce soir. Voilà pour la définition. Il me reste à introduire l'angle d'approche que je suivrai pour parler ce soir de la ruse. Et j'avais prévu quelques mots sur le chemin qui m'a amené, moi qui suis, comme le rappelait Philippe Barral, maître de confort italien, à m'intéresser à la ruse. Mes recherches portent sur la littérature militaire de la Renaissance, en particulier du XVIe siècle. C'est une littérature très riche et variée, mais qui demeure peu connue. L'ouvrage le plus célèbre, c'est certainement L'Art de la guerre de Machiavel. Et cet ouvrage a reçu certainement plus d'attention que les dizaines d'autres ouvrages de cette tradition mis ensemble. Et dans ces textes, l'art de la guerre est abordé jusque dans ses moindres détails. On y parle de tactique, de balistique, de fortification, de logistique, de l'entraînement des soldats, de la répartition des butins, et on y parle aussi de stratagèmes. J'ai commencé donc à étudier ces stratagèmes en essayant de comprendre comment les spécialistes de la guerre de la Renaissance pouvaient s'inspirer ou non de l'Antiquité de ce point de vue. Comme l'a rappelé Philippe, l'un de mes axes de recherche à l'ISTA, c'est la transmission des savoirs de l'Antiquité à des époques postérieures, et dont la Renaissance dans mon cas. Et j'ai pu constater, dans le cadre de ces recherches, qu'il existait une continuité remarquable dans l'histoire des ruses entre ces deux périodes. Et j'utilise l'adjectif « remarquable » parce que ce n'est pas anodin. L'art de la guerre a en effet subi au cours de son histoire des évolutions très importantes, au point que certains parlent même, en tout cas pour la Renaissance, de révolution militaire. Alors ce concept de révolution militaire, il fait l'objet d'un débat houleux, et on ne va pas rentrer dans ce débat ce soir, c'est inutile. Mais ce que l'on peut dire, et ce qui est vrai, c'est que le perfectionnement des armes à feu, les canons, les coulevrines, les arquebuses, etc., entre la fin du XVe siècle et la première moitié du XVIe siècle, ont obligé à repenser l'art de la guerre jusque dans ses fondements. Pour se rendre compte de l'ampleur de ces changements, il n'y a qu'à penser aux conséquences qu'ils ont eues sur l'architecture militaire. C'est peut-être l'aspect le plus immédiatement visible. Les châteaux forts du Moyen-Âge n'ont rien à voir avec les fortifications dites modernes, spécifiquement conçues pour faire face au tir des canons, et dont nous avons un très bel exemple juste au-dessus de nos têtes, ou presque, avec les fortifications de Vauban. J'avais préparé quelques images. On voit dans l'image en couleur à gauche la représentation qui est dans l'imaginaire à peu près collectif du château du Moyen-Âge, avec ses hautes tours, ses douves, etc. En bas, l'image en noir et blanc qui montre un assaut, donc qui se fait à l'échelle, c'est-à-dire que le but du jeu, c'est de réussir à passer par-dessus les remparts, puisqu'on n'avait pas des moyens névrobalistiques de venir à bout de murailles trop épaisses ou trop hautes. Et tout à droite, c'est la fortification de Palma Nuova en Italie, de 1596, si je me rappelle bien à peu près, en tout cas, qui est typique de ces fortifications modernes, basées exclusivement, dont toutes les formes sont basées sur les trajectoires des canons. Donc on voit une grande différence, et ensuite c'est le système qu'a perfectionné Vauban par la suite.
Bref, à une époque où tout ou presque dans l'art militaire était chamboulé, et où les savoirs des anciens, qui ne connaissaient pas les armes à feu, semblaient obsolètes, destinés à être oubliés, la littérature militaire continuait à transmettre et à enseigner les ruses des chefs de guerre du passé. À partir de là, j'ai décidé d'approfondir mes recherches dans plusieurs directions. Notamment, j'ai voulu étendre les limites chronologiques de mon enquête liées au savoir des stratagèmes, pour voir si ce que l'on observe entre l'Antiquité et la Renaissance pouvait s'appliquer au-delà justement de ces limites. Et pour voir si les mécanismes fondamentaux sur lesquels reposent les Russes continuent à être appliqués dans d'autres contextes et à d'autres époques, naturellement. Alors, de cet intérêt pour la Russe sont nées les différentes initiatives que rappelait Philippe Barral, donc, notamment l'ouvrage collectif de divulgation scientifique qui est sorti tout récemment, et j'en profite, je fais un peu de publicité, désolé, qui regroupe 6 chapitres, c'est ça que je voulais dire, et dans ces 6 chapitres, on aborde des domaines différents, la ruse et la magie, la peinture, la publicité, l'économie, le sport, et un chapitre sur les Russes de guerre. Et c'est ce chapitre qui constituera la base de ma conférence de ce soir. Mais dans cette démarche aussi de recherche sur la ruse, j'ai également été amené à parler de Russes de guerre lors d'une conférence qui s'est tenue très récemment à l'Université de Franche-Comté, il y a 2 semaines, au sujet de la désinformation. Parce que parmi les ruses qui visent à manipuler en diffusant de fausses informations, on appelle ça aujourd'hui des fake news, il en a certaines qui relèvent de la guerre. Ainsi, j'ai jugé aussi intéressant d'ajouter quelques références à ce domaine-là, à la désinformation, le problème que l'on connaît aujourd'hui, dans ma présentation, notamment vers la conclusion. Alors, je m'excuse pour cette introduction qui était un peu longue, mais ça me paraissait nécessaire. On va pouvoir maintenant se plonger dans les récits de Russes de guerre. Alors, pour débuter, je vais débuter non pas par la célèbre ruse du cheval de Troie, contrairement à ce que pourrait indiquer le titre de ma communication, mais je vais débuter par un parallèle entre 2 stratèges et entre 2 stratagèmes employés à plus de 2000 ans d'écart et qui servira à illustrer d'emblée, et de façon qui me semble tout à fait limpide, l'idée de continuité qui existe dans la tradition stratagématique entre Antiquité et XXe siècle, pour le coup. Parce que cette première ruse, elle nous conduit en 1917. On est en pleine Première Guerre mondiale, alors que les Britanniques sont engagés sur le front moyen-oriental. Et ils doivent faire face aux forces germano-turques. Les troupes britanniques sont menées par le général Edmund Henry Inman Allenby. Oh, c'est lui, en haut à gauche. Et enfin, stratège qu'il était, il savait qu'avant de décider de la stratégie à appliquer, un chef militaire devait évaluer la situation avec le plus de précision possible. Entre parenthèses, ce principe-là d'évaluation claire et lucide de la situation, c'est un principe ancien, très ancien, dans la tradition occidentale comme dans la tradition chinoise. Pour ce qui est de la tradition occidentale, chez Végès, donc au IVe siècle après Jésus-Christ, qui est l'auteur d'un des ouvrages les plus influents sur l'art de la guerre jusqu'à la Renaissance au moins, dans cet ouvrage, justement, Végès affirmait que le capitaine qui connaissait bien ses propres forces et celles de l'ennemi avait fait un grand pas vers la victoire. Et pour ce qui est de la tradition chinoise, tout le monde a entendu parler au moins un peu de Sun Tzu, qui est très à la mode depuis quelque temps, qui disait, c'est ce qui a marqué en dessous, « Connais ton ennemi et connais-toi toi-même. Eussiez-vous 100 guerres à soutenir 100 fois, vous seriez victorieux. Si tu ignores ton ennemi et que tu connais toi-même, tes chances de perdre et de gagner seront égales. Si tu ignores à la fois ton ennemi et toi-même, tu ne compteras tes combats que par tes défaites. » Bref, un concept déjà de base, un principe théorique très ancien. Pour Allenby, on va retourner à ces situations, 2 informations étaient cruciales. La première, le rapport des forces en présence. On ne décide pas de la même tactique si on sait que nos ennemis sont 3 fois supérieurs en nombre à nous ou s'ils sont inférieurs. Et l'autre élément important, c'est la position et les déplacements de leurs troupes. Pour Allenby, faire en sorte que ses ennemis ne possèdent pas ces informations sur son compte, qu'ils ne sachent pas à combien s'élevaient ses forces et où elles se trouvaient, c'était primordial, mais il est allé plus loin grâce à un stratagème qui exploita ingénieusement les caractéristiques géographiques du théâtre des opérations. Je vous rappelle qu'on est au Moyen-Orient, dans un paysage sec avec peu de végétation. Et Allenby, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait accrocher des branches d'arbres à des mulets et à des véhicules, qu'il les a fait se déplacer, et ça a soulevé d'énormes nuages de poussière qui ont trompé les observateurs turcs sur les déplacements des troupes. Ça les a amenés à ne pas agir, parce qu'ils n'arrivaient pas à évaluer l'entité des troupes et leur déplacement, et ça a permis de gagner le temps nécessaire à Allenby pour se tirer de la situation dans laquelle il était. Cette idée que la poussière soulevée par une armée pouvait fournir des indices précieux quant à sa taille et à sa position n'était pas nouvelle. Dans un ouvrage intitulé Strategemata, au 1er siècle après Jésus-Christ, Frontin, qui avait réuni plusieurs centaines de Russes de guerre dans cet ouvrage, jugeait que la connaissance était utile, la connaissance de ces stratagèmes était utile aux chefs militaires de son époque. Et parmi ces ruses,
Voici celle mise en œuvre lors de la deuxième guerre samnite, donc à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, par le général romain Lucius Papirius Cursor, que vous voyez à droite dans une illustration évidemment médiévale. Voilà le passage en question. Papirius Cursor, le fils, durant son consulat, ne parvenait pas à faire basculer la victoire de son côté, dans sa lutte contre les Samnites, qui lui résistaient farouchement. À l'insu de ses soldats, il chargea Spurius Nautius de conduire sur une colline qui bordait le champ de bataille quelques cavaliers auxiliaires et valets d'armée montés sur des mulets, traînant par terre des branches d'arbres, et de les en faire descendre à toute vitesse et à grand bruit vers les champs de bataille. Dès qu'ils furent en vue, il cria à ses troupes que son collègue consul arrivait victorieux et qu'elles devaient se dépêcher de gagner la gloire au combat en cours. Cette circonstance rendit confiance aux Romains et les relança à l'attaque. Les Samnites, découragés à la vue de la poussière, prirent la fuite. Je m'excuse une seconde. Alors, Allenby et Papirius Cursor ont élaboré des ruses différentes pour atteindre des objectifs différents, c'est assez clair. Mais si pour le premier, il s'agissait d'empêcher les forces germano-turques de connaître l'entité de ses troupes et leur position, et si pour le second, il s'agissait de redonner de l'espoir aux siens et d'anéantir le courage de ses ennemis, ils employèrent tout de même le même artifice ingénieux. Et il est possible qu'Allenby n'ait eu aucune connaissance de la ruse de Papirius. Ils ont pu y arriver par le même processus cognitif, le même raisonnement, mais il se peut également qu'ils se soient inspirés du récit de Frontin, car les stratagèmata a été étudié dans les académies militaires. Quoi qu'il en soit, ce que l'on voit ici, c'est que en 2000 ans, à peu près, l'artifice n'avait rien perdu de son efficacité. Alors, le stratagème que nous venons de voir, il reposait sur un mécanisme assez simple. D'autres ruses nécessitent la concaténation de différents procédés stratagématiques. Pour résumer, d'autres ruses sont des grands stratagèmes qui reposent sur le fonctionnement de petits stratagèmes imbriqués les uns dans les autres. On qualifie ces ruses de complexes, et on en trouve un parfait exemple dans celle qui est très certainement la plus célèbre des ruses de guerre de l'histoire, celle du cheval de Troie. Alors, je vais procéder de la façon suivante. Tout d'abord, je vais résumer le déroulement de la ruse du cheval de Troie selon le récit qu'en donne Virgile dans l'Énéide, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Homère, lui, l'évoque bien sûr en premier, mais il ne la décrit pas dans les détails. En faisant cette description, j'isolerai certains des principaux procédés stratagématiques qui forment cette ruse complexe. On verra en particulier la dissimulation, l'intoxication, la retraite simulée. Enfin, je présenterai d'autres exemples qui montrent comment ces procédés spécifiques ont été repris et adaptés au fil des siècles. Alors, le cheval de Troie nous amène donc au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, c'est une datation hypothétique. D'ailleurs, la réalité des faits elle-même est hypothétique. Ce qui est certain, c'est que l'illustration que j'ai choisie, moi, est postérieure. Le contexte est assez connu. Les Achéens, donc les Grecs, assiègent Troie depuis 10 ans et sans succès. La force employée jusque-là par les Grecs ne leur permet pas de franchir les imposantes fortifications de la cité ennemie. Enfin, les fortifications étaient imposantes selon la littérature. L'archéologie n'a pas permis de donner des détails là-dessus. Voici une représentation qu'on se fait, mais qui est à prendre sur la base de la tradition littéraire. Ils ne parviennent pas par la force à forcer les murs, à créer une brèche dans les murs, donc ils décident de recourir à la ruse. Et en cela, ils sont inspirés, comme le raconte Virgile, par Athéna. Athéna est la déesse de la sagesse militaire, en opposition avec Mars, qui est le dieu de la guerre, mais dieu de la guerre violente. Et il n'est pas surprenant que l'idée de construire un cheval de bois, haut comme une montagne, et de s'en servir pour tromper les Troyens vienne précisément d'elle. Athéna suggère, pour que cela fonctionne, de laisser courir la rumeur selon laquelle il s'agirait d'une offrande que les Achéens destinaient aux dieux pour qu'ils leur accordent de rentrer chez eux sans péril. Les Grecs suivent ces instructions, construisent le cheval, puis feignent de se retirer pour en réalité se cacher non loin du rivage où ils avaient accosté et où ils avaient établi leur camp. Pour les Troyens, c'est un grand soulagement. Pour la première fois depuis le début des hostilités, 10 ans donc, ils peuvent ouvrir les portes de la ville et sortir. Au milieu de ce qui reste du camp achéen, ils trouvent l'énorme cheval de bois et commencent à débattre sur ce qu'il convient de faire. Certains veulent le transporter à l'intérieur de l'enceinte de la ville, d'autres se montrent bien plus méfiants. Les Grecs, selon ces derniers, sont perfides et il pourrait bien s'agir d'une de leurs ruses. C'est l'avis de Laocoon, par exemple, un prêtre d'Apollon ou de Poséidon, selon les sources. Et entre parenthèses, on voit déjà qu'il s'agit bien d'agir sur les mécanismes de la prise de décision. Là, les Troyens ne savent pas quoi faire avec ce cheval. Donc Laocoon prend la parole et il tente de convaincre les siens. Il dit « Malheureux citoyen, s'écrie-t-il. Oh, pardon, j'ai une fausse manip. Voilà. Quelle est votre démence? Croyez-vous les ennemis partis? Pensez-vous qu'il puisse y avoir une offrande des Grecs sans quelque traîtrise? Est-ce ainsi que vous connaissez Ulysse, où les Achéens se sont enfermés et cachés dans ce bois, où c'est une machine fabriquée contre nos murs pour observer nos maisons et pour être poussée d'en haut sur notre ville, où elle recèle quelque autre piège? Ne vous fiez pas à ce cheval troyen. Quoi qu'il en soit, je crains les Grecs, même de leurs offrandes aux dieux. »
Et alors qu'il harangue ses concitoyens, Laocoon lance un javelot en direction du cheval. Ce javelot vient se planter dans le flanc du cheval, et de l'intérieur s'élève un gémissement auquel les Troyens, cependant, restent sourds. Et là, on voit qu'il y a probablement l'intervention divine qui fait qu'il reste sourd à ce gémissement qui aurait dû trahir la ruse. C'est à ce moment qu'intervient un personnage pas très connu, mais qui est véritablement essentiel dans le déroulement du stratagème. Ce personnage s'appelle Sinon. Sinon est un Grec qui semblait ne pas avoir pu repartir avec les siens, et que les Troyens traînèrent jusqu'au pied de leur roi, Priam, avec l'intention de lui faire payer les 10 années de souffrance qu'il venait de subir. Mais Sinon prend la parole. Il est bien l'un des Inchéens, dit-il, il est bien grec, mais il leur voue une haine profonde, et plus spécialement à Ulysse, responsable de la mort de son père, et qu'il considérait donc comme son ennemi mortel. Les Troyens devaient connaître le proverbe qui dit que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. En tout cas, le concept devait leur être familier, car Sinon réussit à ouvrir une brèche dans leur cœur. Il s'y engouffre, grâce à une rhétorique ingénieusement conçue, pour jouer sur la corde pathétique, et il finit par calmer les Troyens qui veulent entendre ce qu'il a à dire. Sinon raconte qu'à plusieurs reprises, les Achéens avaient hésité à abandonner le siège, à retourner en Grèce, mais qu'ils n'avaient pas pu le faire en raison des tempêtes. Ne sachant plus trop quoi faire, ils avaient décidé de consulter l'oracle d'Apollon. À cette époque, quand on a un doute de cette nature, on consulte un oracle. Et l'oracle leur avait dit que pour rentrer sains et saufs chez eux, il leur fallait sacrifier l'un des leurs. Ulysse avait immédiatement désigné Sinon, et tous les autres s'étaient bien gardés d'intervenir. Même s'ils avaient compris qu'Ulysse voulait se débarrasser de son ennemi, ils étaient trop contents de voir que ce sort funeste était tombé sur un autre. Cependant, la veille de son exécution, Sinon parvient à s'échapper. Ce qui explique qu'il se trouvait seul sur le rivage de Troie quand il a été capturé par les hommes de Priam. Il est un Grec, certes, mais condamné à mort par les siens et tombé dans les mains de l'ennemi. Les Troyens sont touchés par l'histoire de Sinon et son désespoir, et ils décident de l'épargner. Mais cela ne résolvait pas la question du cheval. Priam interroge donc Sinon à ce sujet. Pourquoi les Grecs l'avaient-ils construit ? Et Sinon explique que les Grecs avaient fondé tous leurs espoirs de victoire sur l'aide que pouvait leur fournir Athéna. Mais Diomède et Ulysse avaient commis un sacrilège contre la déesse qui attira sa colère contre les Grecs. Dans ces conditions, ils avaient préféré prendre la mer malgré tout et attendre que les dieux leur redeviennent favorables avant de retenter plus tard une nouvelle expédition contre Troie. Mais avant de remonter sur leur navire, afin de calmer Athéna, ils construisirent ce cheval de bois sur le conseil de leur devin dénommé Calchas. Et Calchas leur annonça deux choses. Que si les Troyens profanaient la statue, ils seraient maudits par la déesse et conduits à leur perte. Mais en revanche, s'ils la transportaient dans l'enceinte de la ville pour l'honorer, leur destin leur promettait de conquérir les cités grecques. C'est précisément pour cette raison qu'il fallait une construction tellement immense que les Troyens ne pourraient pas la faire rentrer dans les murs de la ville. Car s'ils le faisaient, elle pourrait se prévaloir de la protection d'Athéna. À ce moment précis, et comme pour renforcer le pouvoir de conviction du discours de Sinon, se produit un prodige. 2 serpents gigantesques surgissent de la mer et tuent Laocoon, donc le prêtre d'Apollon, qui avait incité les siens à se méfier du cheval. Il le tue lui et ses fils. Cet épisode a donné naissance à l'une des sculptures les plus célèbres de l'Antiquité, qui vraisemblablement date du 1er siècle avant Jésus-Christ et qui a été redécouverte en 1506 en Italie. Vous voyez ici, elle est conservée au musée du Vatican. Donc Laocoon et ses 2 enfants et 2 serpents qui viennent les tuer. Alors pour les Troyens, le prodige est facile à interpréter. Les dieux ont envoyé ces serpents pour punir Laocoon du sacrilège qu'il avait commis envers le cheval, offrande à Athéna, en lui plantant son javelot dans le flanc. Cela signifiait également qu'il fallait croire le récit de Sinon au sujet de la prophétie de Calchas. Et les Troyens devaient donc sans plus attendre conduire le cheval à l'intérieur de leur mur. Une autre voix contraire se fit entendre à ce moment-là, celle de Cassandre, la fille de Priam qui intervient pour mettre les Troyens en garde. Mais Cassandre était maudite. Apollon l'avait condamnée à ne jamais être crue des hommes, et c'est ce qui se passa à cette occasion. Les Troyens ne l'écoutèrent pas. Le cheval est donc conduit dans la ville. Les Troyens fêtent la fin de la guerre, puis, épuisés par la tâche et enivrés, ils vont se reposer. C'est le moment que choisit Sinon, pendant la nuit, pour faire sortir les guerriers cachés dans le cheval. Les Achéens tuent les gardes, ouvrent les portes de la cité au reste des troupes qui sont venues entre-temps, et prennent la ville. Ainsi, conclut Énée, chez Virgile, ce que 10 années de siège, 1000 navires grecs et la force de Diomède et d'Achille n'étaient pas parvenus à accomplir, la ruse le réalisa. Donc, l'esprit rusé d'Ulysse, inspiré par la déesse Athéna, a élaboré le stratagème complexe qui apporta la victoire aux siens, là où la force et la valeur guerrière n'avaient pas suffi. Et il l'a fait en combinant 3 ressorts principaux de la ruse, ceux que j'ai annoncés précédemment. La dissimulation des troupes dans un objet en apparence inoffensif, afin de pénétrer dans l'enceinte assiégée. Le recours à la retraite simulée, quand les Achéens font semblant de s'en aller pour en fait se cacher.
est ce que l'on appellerait aujourd'hui l'intoxication, une technique qui consiste à déstabiliser l'ennemi en lui procurant de fausses informations. On appellerait ça aussi dans un autre contexte la désinformation, en faisant en sorte que le faux traître, sinon, tombe entre les mains des Troyens pour propager ses mensonges. Au cours des siècles suivants, ces 3 ressorts de la ruse furent exploités isolément ou dans des combinaisons diverses sur bien d'autres champs de bataille. Voici quelques exemples à différentes époques pour en attester. Le premier exemple date du XIe siècle, après Jésus-Christ. Donc on est en plein Moyen-Âge, et il nous est raconté par le chroniqueur Guillaume de Pouille. Celui-ci relate la campagne militaire menée en Italie du Sud, à cette époque, par le Normand Robert de Hauteville, dit Robert Guiscard le Rusé, que vous voyez en haut à gauche. En Calabre, Robert et ses troupes veulent prendre une ville fortifiée où se trouve un monastère. Et ce sont les moines qui dirigent la ville en question. Mais en usant de la force, ils n'y parviennent pas. Alors Robert le Rusé, le bien nommé, décide de recourir à son ingéniosité. Il imagine la ruse suivante. Il simule la mort de l'un des siens. Et il demande aux moines d'accepter que ses funérailles aient lieu dans le monastère. Les moines, par piété chrétienne, acceptent. Un cercueil est conduit avec le prétendu cadavre à l'intérieur et la cérémonie a lieu. Et en pleine cérémonie, le mort, entre guillemets, parce qu'il n'était pas mort bien sûr, bondit du cercueil avec les armes qui étaient dissimulées à l'intérieur. Et Robert Guiscard et les siens, qui assistaient à la cérémonie, désarmés, récupèrent les armes et trucident toutes les personnes qui étaient à l'intérieur et rejouent donc en somme une version moins spectaculaire, mais tout de même du cheval de Troie. Toujours dans la péninsule italique, mais quelques siècles plus tard, le capitaine napolitain Cesare Maggi, que vous voyez à droite, ici, dit aussi Cesare da Napoli, au service de l'empereur Charles Quint, contre les armées du roi de France, François Ier, a lui aussi voulu rejouer la ruse du cheval de Troie, mais pas avec le même succès. En 1542, Maggi et ses troupes veulent prendre Turin, dans le Piémont, qui est bien défendu par les hommes du roi de France. Les forces dont Maggi dispose pour en tenter l'entreprise ne lui permettent pas de mener un siège, et il décide de recourir à la ruse. Alors, il y a différents auteurs et chroniqueurs qui relatent, de cette époque, qui relatent ce fait de guerre, et comme souvent, ils donnent des versions différentes, plus ou moins différentes, de ce qui s'est passé. Je me baserai principalement sur le récit de Francesco Ferretti, lequel avait remarqué la filiation achéenne de la ruse employée par Maggi, puisqu'il avait dit, Ferretti avait dit, je cite, que les guerriers que Maggi avait imité, je cite, les guerriers anciens qui s'enfermèrent dans le si célèbre cheval de Troie. Alors, qu'avait-il fait, Maggi? En prudent homme de guerre qu'il était, Maggi avait parfaitement préparé son stratagème, en se faisant une représentation la plus précise possible de la situation dans laquelle il était amené à intervenir. Pendant plusieurs jours, il fait surveiller la porte par laquelle il prévoit de faire passer ses hommes pour pénétrer dans la ville. Il constate ainsi qu'un très grand nombre de charrettes, remplies de bois ou de foin, passent par là tous les matins, et il observe que les gardes ne prêtaient plus une très grande attention à ce qui était pour eux une routine. Maggi fait alors préparer 12 charrettes, en apparence pleines de foin, mais dans lesquelles étaient cachés en réalité des soldats en armes. En plus, il imagine un dispositif ingénieux grâce auquel un soldat déguisé en paysan pouvait découvrir simplement en tirant une corde tous les soldats cachés. Le convoi se met en marche et Maggi, lui, va se cacher non loin de la porte, à l'extérieur, avec sa cavalerie et 2 compagnies de fantassins, prêts à intervenir et à suppléer les soldats infiltrés au moment où il lancerait l'attaque surprise. Les charrettes commencent à franchir la porte menée par le soldat déguisé. Elles passent devant les gardes, tout semble fonctionner. La première charrette passe, puis la seconde. Mais à ce moment-là, un des gardes, qui est peut-être un peu plus attentif que les autres, remarque que ces charrettes ont un aspect trop parfait pour être vraies. Et il décide de planter sa lance dans le foin. On retrouve encore la lance plantée dans le véhicule. Et il trouve plus de résistance qu'attendu, naturellement, parce qu'il n'y a pas que du foin à l'intérieur. Et les assaillants sont obligés de se dévoiler plus tôt que prévu. Maggi et ses troupes d'appui, qui s'étaient dissimulées donc à l'extérieur, près de la porte, tentent d'intervenir pour sauver la situation, mais un ouvrier se précipite pour refermer la herse, la porte donc. Les quelques soldats impériaux qui se trouvaient à l'intérieur sont tués ou faits prisonniers, ils étaient trop peu nombreux, et ceux qui n'avaient pas pu franchir la porte durent se retirer avec leur capitaine. C'est une ruse qui n'a pas fonctionné, mais qui est quand même passée à l'histoire et qui est rappelée dans différents ouvrages. Alors, comme on l'a vu, la dissimulation dans le cheval est la partie la plus célèbre de la ruse des Achéens, celle que tout le monde connaît. Mais elle n'est pas la seule. Pour que ce stratagème complexe fonctionne, il fallait que tous les ressorts s'enclenchent correctement. Par exemple, il était indispensable que les soldats grecs feignent de se retirer pour que les Troyens sortent et trouvent le cheval dans le camp laissé à l'abandon. Ce ressort stratagématique est communément appelé retraite ou fuite simulée, et il compte certainement parmi les plus couramment employés au cours des siècles.
On trouve de nombreux exemples, même simplement en regardant dans les Stratagemata de Frontin. Alors, il y a des centaines d'exemples dans les Stratagemata, mais dans ces exemples, on en trouve de très nombreux, et j'en citerai que 2, qui sont l'œuvre de chefs de guerre carthaginois. Maharbal pour la première et son général pour la seconde, Hannibal. La première, c'est celle de Maharbal. Nous sommes au IIIe siècle avant Jésus-Christ et Maharbal combat certains chefs africains rebelles. Pour les vaincre, il feint de s'enfuir avec ses troupes, donc il feint d'abandonner son camp. Mais avant de partir, Maharbal, qui connaissait le penchant marqué que ses ennemis avaient pour la boisson, laisse derrière lui un certain nombre d'amphores de vin dans lequel il mélange une substance soporifique à base de mandragore. Les rebelles voient les Carthaginois s'enfuir, ils pensent avoir donc la victoire facile, ils pénètrent dans le camp et dans un premier temps, c'est le sentiment de victoire qui les enivre, et puis c'est le vin qui prend le relais et qui provoque cet état d'enivrement avec des conséquences fatales. Parce que vous vous en doutez, ils s'endorment, leurs ennemis sont cachés non loin de là, ils interviennent et les massacrent tous. La ruse d'Hannibal, du même genre, est peut-être encore plus ingénieuse. Au cours de la Seconde Guerre punique, donc entre Carthage et Rome, on est entre 218 et 202 avant Jésus-Christ, les deux armées se trouvent dans une zone dépourvue d'arbres et ils doivent établir leur campement. Hannibal a alors l'idée suivante. Il fait mine de se retirer avec ses soldats, comme à Maharbal à l'instant, laissant derrière lui une grande quantité de bétail. Il laisse donc des bœufs vivants. Voilà. Les Romains s'emparent du campement et des bêtes qui serviront à calmer la faim des légionnaires. Seulement, on l'a vu, il n'y a pas d'arbres dans cette région, donc il n'y a pas de bois pour faire cuire la viande. Et les Romains doivent donc la manger crue. Les Romains affamés la mangent tout de même. Après ce festin pour le moins indigeste, les soldats de Rome ne sont plus en état de se battre. Mais puisque l'ennemi a fui, d'après ce qu'ils en savent, ce n'est pas très grave. Vous vous en doutez, là aussi, ils finissent massacrés par les Carthaginois qui attendaient en embuscade et qui sont venus dès que le moment s'y prêtait. Alors Hannibal, que vous voyez ici dans cette peinture qui est assez connue, il est associé souvent dans l'imaginaire collectif aux éléphants de guerre qu'il employait. On le voit ici. Sur les champs de bataille, des éléphants terrorisant leurs adversaires par leur imposante masse et leur force aussi incroyable par rapport à ce qu'on connaissait en Occident. Mais les sources anciennes suggèrent que c'était avant tout par son génie militaire qu'il a réussi, en tout cas presque, à mettre Rome à genoux. Et à plusieurs reprises, lors des guerres puniques notamment, il employa la ruse et y compris l'artifice de la retraite simulée. Dans la ruse qu'on va voir maintenant, il a combiné cet artifice avec d'autres pour faire ce qu'on appelle donc une ruse complexe. C'est comme ça qu'il a qu'il a obtenu la victoire lors de la très célèbre bataille de Cannes. Alors Cannes dans les Pouilles en Italie, pas Cannes sur la côte d'Azur, en 216 avant Jésus-Christ. En tout cas, dans la version que nous en donne Appien d'Alexandrie dans son histoire romaine qui date de quelques siècles plus tard, du IIe siècle après Jésus-Christ. Donc, face aux troupes commandées par les consuls Varon et Polémile, Hannibal se trouvait en position d'infériorité numérique. Les Romains étaient en effet 2 à 3 fois plus nombreux, selon les sources. Ainsi, pour obtenir la victoire, il a élaboré une ruse complexe, donc, comme je le disais, qui reposait sur la combinaison de plusieurs procédés stratagématiques. Et 2 de ces procédés avaient été mis en œuvre déjà par les Achéens. Voilà comment s'est déroulée la bataille selon Appien. Alors que l'affrontement est sur le point de débuter, un contingent de 500 guerriers celtibériens de l'armée d'Hannibal passe à l'ennemi. Alors les celtibériens, comme leur nom l'indique, les celtibères, étaient des Celtes qui, au fil des différentes migrations de l'Antiquité, s'étaient installés en Espagne, la péninsule ibérique. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, ils seront vaincus par les Romains, mais au moment des guerres puniques, ils militent pour les Carthaginois. Bref, ces 500 guerriers celtibériens passent dans le camp romain juste au début de l'affrontement. Les Romains se montrent méfiants face à cette trahison subite, et les Celtibères, pour vaincre leur réticence et les convaincre de les intégrer à leur rang, leur livrent leurs épées, les épées et les boucliers qui forment leur armement traditionnel. Les Romains doivent prendre une décision rapidement. On est encore sur les mécanismes de prise de décision, car la bataille était sur le point d'éclater. Et ils décident finalement d'accepter les transfuges des armées, mais les relèguent dans l'arrière-garde de leur armée, donc derrière tout le monde. À peine le combat est engagé, les soldats d'Hannibal, inférieurs en nombre, je le rappelle, battent en retraite. Les légionnaires se lancent à leur poursuite, persuadés de tenir la victoire entre leurs mains. C'est alors qu'ils sont assaillis par un certain nombre de fantassins et de cavaliers légers qui dévalent d'une colline, juste à côté du champ de bataille, où Hannibal les avait placés en embuscade. Le général carthaginois avait choisi un lieu arboré, au relief fragmenté, dans lequel ses soldats pouvaient se dissimuler facilement. Et ça, ce sont des choses qu'il avait vues avant.
La confusion est totale dans le camp romain, et ce d'autant plus que les soldats de Rome sont gênés par la poussière, levée en énormes nuages par les guerriers carthaginois, et qui leur arrive directement dans les yeux en raison du vent, qui souffle directement face aux Romains. C'est qu'avant la bataille, Hannibal avait remarqué que le vent se mettait à souffler fort vers le milieu de la journée sur ce site qu'il avait choisi pour l'affrontement. Il a donc placé son armée de telle sorte à ce que celle-ci ait le vent dans le dos. Ça a ajouté une difficulté supplémentaire pour les Romains, un avantage pour les Carthaginois, qui était celle que le vent freinait les flèches et les lances des Romains et portait celles des Carthaginois. C'est alors que se met en mouvement le dernier rouage de la ruse d'Hannibal. Il avait en effet commandé à chaque guerrier celtibérien, vous vous rappelez, ces 500 celtibériens qui étaient passés côté romain au tout début, de dissimuler sous leurs vêtements, à tous les guerriers celtibériens, de dissimuler sous leurs vêtements une courte lame avant de simuler leur trahison. C'est à ce moment-là qu'ils les sortent, ces courtes lames, et ils s'en servent pour massacrer les soldats romains par l'arrière, s'emparant rapidement des épées et des boucliers des soldats qui tuaient alors qu'ils ne s'y attendaient pas. De fait, les troupes romaines étaient à la fois mises en déroute à l'avant, où elles croyaient suivre un ennemi en débâcle alors qu'elles étaient tombées dans une embuscade, et décimées par l'arrière en raison de l'offensive des Celtibères. Et Hannibal ici a fait preuve d'une ingéniosité exceptionnelle. Dans la confusion sans nom de la bataille, commente Appien, il est parvenu à faire perdre toute lucidité aux Romains. Ces derniers étaient convaincus d'être en déroute, d'être encerclés de toutes parts par l'ennemi, alors qu'ils n'affrontaient que quelques centaines de Carthaginois. Mais dans la confusion, avec la panique, la poussière, etc., ils étaient convaincus d'affronter des vagues de soldats carthaginois. Alors pour l'anecdote, non pas pour l'anecdote du tout d'ailleurs, les Romains prirent la fuite et Hannibal obtint une victoire qui aurait pu avoir des conséquences immenses car elle ouvrait aux Carthaginois la route de Rome. Et là, c'est pour l'anecdote. Il semble qu'Hannibal n'ait pas su exploiter cette victoire pour des raisons mystérieuses et Maharbal aurait dit, selon Tite-Live, à son général à cette occasion, « Hannibal, tu sais vaincre, mais tu ne sais pas exploiter la victoire. » Ça, c'était l'anecdote. Passons maintenant à un autre ressort qui est celui de l'intoxication ou de la désinformation. La ruse des Achéens pour prendre Troie n'aurait pas pu fonctionner sans la performance de comédien accomplie par Sinon, qui sut induire l'ennemi à se faire une représentation erronée de la réalité par le mensonge, c'est-à-dire la diffusion de fausses informations. Dans les quelques exemples qui suivent, la ruse consiste plus précisément à laisser l'adversaire prendre possession d'informations faussement présentées comme des données importantes que l'on ne voudrait pas divulguer, afin de l'inciter à suivre une stratégie destinée à lui être néfaste. Donc là, c'est faire croire à l'adversaire qu'il a réussi à mettre la main sur des informations sensibles nous concernant et que l'on ne voulait pas qu'il obtienne. Le premier exemple nous ramène à l'Antiquité, à la fin de la période classique, c'est-à-dire le IVe siècle avant Jésus-Christ. Le protagoniste de cette ruse est Philippe II de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand, et qui devait franchir l'Hellespont. Je l'ai entouré là sur la carte, c'est ce qu'on appelle le détroit des Dardanelles, sur la rive ouest duquel d'ailleurs se trouve la cité de Troie. Bon, là, il n'y a pas de rapport avec Troie, mais c'est pour l'anecdote, encore une fois. Et le problème, c'est que le détroit était bloqué par les navires de ses ennemis, les Athéniens. Les Athéniens avaient une flotte très, très, très puissante. Philippe ne pouvait donc pas passer en force. Et c'est là qu'il a l'idée d'un stratagème ingénieux. Il écrit une lettre à l'un de ses plus fidèles généraux, Antipater, dans laquelle il lui ordonne de le suivre immédiatement en Thrace, vous voyez, c'est la région immédiatement au nord, afin de porter secours à la garnison macédonienne qui faisait face là à une rébellion et qui se trouvait en mauvaise posture. Ensuite, Philippe fait en sorte que ce document d'une extrême importance tombe dans les mains des Athéniens. Les Athéniens sont convaincus d'avoir un renseignement fiable. C'est ainsi qu'ils détournent leurs forces du détroit, ce qui laisse la voie libre aux Macédoniens pour traverser le détroit. Et vous vous en doutez, il n'y avait aucune rébellion en Thrace. Le second exemple nous fait faire un bond dans le temps et dans l'espace, plus de 2000 ans après le règne de Philippe II de Macédoine, et environ 1200 km au nord-ouest du détroit des Dardanelles. J'ai regardé sur Google Maps. On est le 2 décembre 1805 à Austerlitz. Donc c'est le sud-est oui, de l'Autriche actuelle. Où a eu lieu, donc je pense que tout le monde le sait, l'une des batailles les plus célèbres de l'histoire. Quand je bois, c'est pour faire du suspense, en fait. Face aux forces coalisées de l'Autriche et de la Russie, Napoléon Ier, l'empereur, se trouve dans une position de nette infériorité numérique. Et cette situation d'infériorité numérique, elle ne faisait qu'empirer, parce qu'au fur et à mesure que son armée progressait vers l'Est, en territoire ennemi, Napoléon devait laisser derrière lui des troupes pour protéger les territoires qui constituaient sa route de retour, son chemin de retour. Donc la situation était celle-ci. Et pour obtenir la victoire, Napoléon a donc dû élaborer un plan très ingénieux et qui reposait sur différents ressorts de la ruse,
y compris, on verra, la retraite simulée et l'intoxication. Alors, il commence par proposer un armistice à l'ennemi. Donc, il entame des négociations pour un armistice. Et en même temps, il fait courir la rumeur que son armée s'apprête à se replier. Pour augmenter l'effet de cette intoxication, il fait manœuvrer ses troupes de telle sorte à laisser véritablement croire à une véritable retraite. Il sait pertinemment qu'il est observé, il y a des espions, de toute façon chaque armée a des espions, donc les mouvements des troupes, les manœuvres sont observés. Les coalisés, donc les ennemis de Napoléon, croient alors que Napoléon se trouve dans une impasse. Et ils pensent que les négociations qu'il avait entamées pour l'armistice étaient un prétexte destiné à gagner du temps afin de pouvoir se replier, ce que ces manœuvres semblaient trahir. Sur la base de cette représentation de la situation, une représentation donc erronée, mais vraisemblable, ils déduisent la stratégie à adopter. Ils sont convaincus qu'il faut profiter de la position de force dans laquelle ils croient se trouver à ce moment-là pour attaquer. Et c'est exactement ce que l'empereur attendait d'un ennemi dont il connaissait le tempérament. Il considérait les généraux ennemis comme de piètres tacticiens et ce qui n'était pas comme des gens orgueilleux. Les forces austro-russes font exactement ce que l'empereur attendait d'eux et Napoléon sut exploiter habilement cet avantage pour remporter une victoire qui consacra son génie militaire. Encore plus récemment, la Russe par intoxication contribua à la victoire des Alliés face à l'Allemagne nazie. Il s'agit d'une histoire extraordinaire qui a tout d'abord été racontée dans un ouvrage qui s'appelle The Man Who Never Was en 1953, puis dans 2 films, dont un qui est censé, ou qui est déjà sorti, mais en tout cas c'est marqué janvier 2022, et que moi j'ai pas vu. Le contexte est le suivant. On est en 1943. Après une première phase du conflit, donc caractérisée par les victoires militaires de l'Axe, le vent avait commencé à tourner, en raison notamment de l'entrée en guerre des États-Unis après Pearl Harbor. Les forces alliées préparaient une offensive par la Sicile, et les Britanniques notamment avaient lancé une grande entreprise de propagande, de désinformation, qui s'appelait Barclay, et qui visait à tromper l'ennemi en faisant croire aux nazis que le débarquement adviendrait par les Balkans, de façon à ce qu'ils ne puissent pas concentrer ses forces là où le débarquement adviendrait réellement. Il y a eu un événement banal qui a donné une idée géniale au service secret britannique qui travaillait à cette opération Barclay. Une idée, nous le verrons, qui n'est pas sans rappeler celle qu'avait eue Philippe de Macédoine. En 1939, en effet, un avion britannique s'était écrasé en mer au large de l'Espagne franquiste. L'Espagne ne s'était pas engagée militairement dans le conflit, mais les nazis disposaient d'un réseau efficace d'agents de l'Abwehr, c'est-à-dire du réseau de renseignement, dans ce pays. Et l'Abwehr avait eu connaissance du crash. Mais le pilote n'avait sur lui, en l'occurrence, aucun document intéressant à leurs yeux, aucune information sensible à exploiter contre les Alliés. Mais ce que se dirent les gens de l'opération Barclay, c'est que ça aurait pu être le cas. Et l'Abwehr, les Alliés en étaient certains, n'auraient pas manqué de s'emparer du cadavre et des informations qu'il aurait possédées. Et c'est là que l'idée du stratagème est née. Puisque cela s'était produit une fois, il était tout à fait vraisemblable qu'un autre crash aérien se produise, et cette fois, il pourrait faire tomber dans les mains des agents d'Hitler des documents dévoilant les plans du débarquement allié. Des documents dont il ne mettrait pas en doute l'authenticité, puisqu'ils seraient tout à fait vraisemblables, mais qui les conduiraient sur une fausse piste. Alors avoir une telle idée, c'était pas non plus une assurance de succès. Et il y avait toute la phase de mise en place qui requérait une grande attention. La préparation, la réalisation d'une telle ruse, qui est appelée d'ailleurs opération Mindsmith, demandait une précision extrême et une attention aux moindres détails qui pouvaient trahir l'artifice. Et, comme pour tout stratagème, une part de chance. Alors, dans les ruses de la mythologie ou qu'on a vu avec le cheval de Troie, c'était plutôt les divinités qui intervenaient quand quelque chose ne marchait pas droit, genre quand Laocoon lance sa lance dans le flanc du cheval, c'est les divinités qui interviennent pour que les Troyens n'entendent pas le gémissement de l'Achéen qui est à l'intérieur. Au XXe siècle, c'est la chance qui intervient. Alors, que fallait-il faire pour mettre en place cette opération Mindsmith ? Il fallait tout d'abord trouver un cadavre, et pas n'importe quel cadavre, un cadavre qu'on ferait passer pour celui d'un pilote dont l'avion venait de tomber à la mer. Donc, il fallait qu'un cadavre dont l'autopsie ne trahirait pas les causes réelles de la mort. Il fallait que les causes réelles soient semblables. Donc, quelqu'un qui était mort noyé ou quelque chose de semblable. Donc, ils ont fait des recherches dans toutes les chambres mortuaires d'Angleterre à cette époque-là pour trouver un cadavre qui, au niveau de l'âge, des caractéristiques et des conditions de la mort, puisse fonctionner. Ensuite, les services britanniques devaient lui attribuer une fausse identité. Le cadavre serait celui du Major Martin,
des Royal Marines, un officier assez gradé pour que le fait qu'il détienne des informations aussi importantes paraisse vraisemblable. Ça ne pouvait pas non plus être quelqu'un de trop gradé parce que les officiers majors n'étaient pas envoyés dans des avions tout seuls au milieu de l'Atlantique, et puis ils étaient connus, et il ne fallait pas non plus que ce soit quelqu'un de trop peu important pour qu'il puisse avoir des informations sensibles. En plus de sa fausse identité, il fallait inventer au Major Martin une vie et confectionner des documents qui seraient la preuve de son existence réelle. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler maintenant du storytelling, en fait. Il fallait lui construire une histoire à cette ruse pour la rendre vraisemblable. Ça aussi, c'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup aujourd'hui. Alors, assurément, il devait avoir une famille et une vie bien réelle, puisqu'il avait sur lui une lettre qu'on lui a confectionnée, émouvante du reste, écrite par son père. Il avait une photographie de sa petite amie. Alors, en réalité, c'était une jeune secrétaire des services de renseignement anglais qui semblait faire l'affaire. On a fait une photo d'elle à la plage et puis on a écrit un petit mot doux derrière. Et il avait aussi 2 tickets pour une pièce d'opéra ou de théâtre, je ne me souviens plus, jouée quelques jours auparavant à Londres. Surtout, le Major Martin possédait un document officiel où il était question d'une opération appelée Husky, qui consistait en une offensive, qui décrivait une offensive alliée prévue pour passer par la Grèce et non pas par la Sicile. Pendant la nuit du 30 avril 1943, un sous-marin britannique relâche en mer le cadavre du Major Martin au large de Huelva, donc au sud-ouest de l'Espagne. Le lieu avait été soigneusement choisi sur les conseils d'un spécialiste en hydrographie de la Royal Navy qui avait calculé les courants pour qu'il puisse arriver sans, éveiller les soupçons jusqu'aux autorités espagnoles et donc jusqu'aux nazis. Le cadavre est trouvé par un pachère local, le corps est examiné par un médecin légiste et par les autorités espagnoles avant d'être rendu aux Britanniques. Et non sans que les agents de l'Abwehr aient pu évidemment photographier tous les documents qu'il avait sur lui auparavant, y compris la fameuse lettre qui évoquait l'opération Husky. La manœuvre d'intoxication fut un succès. Hitler, qui déjà craignait une offensive alliée dans les Balkans, en fut d'autant plus convaincu que ses services jugeaient fiable le document que les Britanniques avaient habilement laissé tomber entre ses mains. On ne peut naturellement pas attribuer à la seule opération Mindsmith le succès de l'offensive alliée. Néanmoins, il est indéniable que cette ruse y a fortement contribué. En effet, lorsque les troupes anglo-américaines débarquèrent en Sicile, donc c'est la nuit du 9 au 10 juillet 1943, il n'y avait que 2 régiments allemands présents pour appuyer les soldats de Mussolini. Et les soldats de Mussolini, c'est un Italien qui vous le dit, bon, on n'est pas très fiers de toute façon de cet héritage-là, mais ils n'étaient pas très efficaces. Donc avec juste 2 régiments allemands, autant vous dire que ce n'était pas gagné. Alors le titre de ma présentation suggérait que mon récit se termine ici avec l'opération Mindsmith, mais comme j'ai encore un tout petit peu de temps, je pense, oui, et que j'aimerais en profiter pour évoquer un dernier stratagème utilisé en contexte de guerre, mais qui est particulièrement intéressant à mes yeux car il permet d'établir un lien direct avec cette problématique d'une actualité brûlante dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est la désinformation et les fake news. C'est une petite ouverture que je voulais faire parce qu'entre l'année qui nous sépare du moment où l'année dernière où j'aurais dû faire cette conférence et maintenant, j'ai un peu plus travaillé sur la ruse de l'information, c'est-à-dire ce que je considère comme une ruse de l'information, la désinformation, et je voulais rajouter juste cette petite appendice à ma présentation. Dans les stratagèmes que nous avons vus jusqu'à présent, on peut dire que la ruse facilite la prise de décision, en un sens, puisqu'elle incite la victime de la ruse à se faire une représentation erronée du problème qu'il affronte, et au sein de cette représentation erronée, la solution semble évidente. Elle est fausse, elle est contre-productive pour lui, mais elle est évidente. Pour résumer grossièrement, les ennemis se retirent, ils se savent vaincus, ils sont en débâcle, il ne me reste plus qu'à les suivre pour les exterminer, et c'est là que le piège se referme. Dans le cas que je vais décrire maintenant brièvement, la présence de 2 ruses potentielles, antithétiques, conduisent les mécanismes de prise de décision dans une impasse, celle du dilemme. On est en Égypte au XIVe siècle avant Jésus-Christ, et à cette époque, le pharaon, Akhénaton, se trouve face à un dilemme, justement. L'une de ses villes, Byblos, était assiégée et devait prendre une décision. Envoyer des troupes pour sauver la ville ou non. Alors le choix est en apparence évident, mais il était rendu très complexe en raison de la diffusion justement de 2 informations contradictoires qui visaient à influer sur la décision du pharaon. Puisqu'elles se contredisaient mutuellement, je vais vous les donner, ces informations, puisqu'elles se contredisaient mutuellement, l'une seulement de ces nouvelles pouvait être vraie et l'autre, par conséquent, relevait d'une œuvre de désinformation. La première émanait des ennemis du pharaon, ceux qui assiégeaient la ville de Byblos, et qui affirmaient que la ville était infestée par la peste. Donc l'envoi de troupes pour la délivrer résulterait dans la propagation de la maladie dans toute l'armée d'Akhénaton. La seconde information provenait du prince de Byblos, un certain Rib Addi, qui envoya une missive à son souverain pour démentir cette nouvelle. Et on en a la trace puisque la tablette est conservée au musée du Louvre. Et on peut y lire notamment « Si le pharaon n'envoie pas des troupes, nous sommes morts et la ville de Byblos est prise. Aujourd'hui comme hier et avant-hier, elle est dans l'angoisse. Ses ennemis écrivent au roi, la mort, la peste est dans le pays. Mais leurs propos sont mensongers.
que le roi, monseigneur, n'écoute pas les paroles des autres. Il n'y a pas de peste dans le pays, l'état sanitaire y est meilleur qu'auparavant. Laquelle de ces informations était vraie? Les ennemis ont-ils instillé la rumeur d'une épidémie de peste afin d'inciter le pharaon à rester passif, ce qui leur permettait de prendre la ville? Ou bien la peste ravageait-elle vraiment Byblos et le prince Rib Hadi mentait afin que des renforts arrivent? L'histoire ne nous le dit pas. On sait que le pharaon n'est pas intervenu. Mais ça n'est pas très grave que l'histoire ne nous le dise pas. Dans la réflexion que nous menons ici, en revanche, ce qui est plutôt intéressant d'observer, c'est que dans le cadre de cette ruse par l'information, de cette désinformation, comme dans nos sociétés actuelles du XXIe siècle, la diffusion de fausses informations, la manipulation par l'information entraîne l'installation d'un sentiment de défiance. Le pharaon devait douter de la véracité des propos du prince de l'une de ses propres villes contre la parole de l'ennemi. De même, c'était un peu la même chose tout à l'heure, nous avons vu que les Troyens n'ont pas cru les avertissements de l'un des leurs, là au Coran. Bon, pour Cassandre, ce n'est pas la même chose, elle a été maudite. Et cela n'est pas sans rappeler justement le contexte de méfiance diffuse auquel on est parfois confronté aujourd'hui en raison de la diffusion massive de la désinformation à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Méfiance envers les autorités scientifiques, par exemple, pour ce qui est des vaccins. La confiance dans l'information ou la méfiance vis-à-vis d'elle est un élément clé dans les mécanismes de la ruse et dans ceux de la désinformation. En fait, on peut approcher la problématique actuelle de la désinformation, c'est une possibilité, en suivant l'angle d'approche de la ruse, en la considérant comme une forme de ruse. Et on peut par conséquent penser qu'une meilleure connaissance de la ruse, des mécanismes sur lesquels repose son fonctionnement, peuvent contribuer à lutter contre la désinformation. Cette remarque me conduit vers ma conclusion, où je tenterai d'esquisser justement des liens entre les ruses militaires et la problématique de la désinformation. Juste une seconde. Alors, les quelques exemples que nous avons passés en revue montrent bien, donc c'était quand même mon idée de départ, la constance de la ruse au fil des siècles, la persistance des mêmes mécanismes qui assurent son fonctionnement et son succès, quelle que soit l'époque, quel que soit le degré d'avancement technologique dont les armées peuvent se prévaloir. Alors, quel facteur peut expliquer la survivance, j'emprunte le terme à Seznec, la survivance des stratagèmes anciens à des époques si différentes du point de vue militaire? Évidemment, c'est une question trop complexe pour que l'on puisse y répondre ici. Néanmoins, il y a un élément de réponse qui me semble essentiel et qui réside dans la nature psychologique des mécanismes opératoires propres à la ruse. Tant que la guerre consistera avant tout dans un affrontement entre volontés opposées, ce à quoi elle semble s'être toujours résumée dans l'histoire, en dernière analyse, la ruse conservera son importance capitale sur les champs de bataille. Tant que ça sera le cas, il s'agira toujours d'induire l'ennemi à prendre une mauvaise décision sur la base d'une représentation erronée mais vraisemblable de la réalité qu'il s'est faite à notre instigation, à l'instigation de celui qui ourdit la ruse. Alors ça répond un peu à la question qui figure implicitement dans le titre de ma conférence. C'était comment vaincre par la ruse, ce n'est pas la peine d'y retourner. Mais la question qui est peut-être plus urgente de se poser, en revanche, c'est plutôt celle-ci. Comment se prémunir face à la ruse? Et si l'on n'est pas chef de guerre soi-même, comment se prémunir de cette déclinaison moderne de la ruse qu'est, d'un certain point de vue, la désinformation, qui est un véritable fléau de nos sociétés actuelles? Les préconisations des auteurs militaires anciens peuvent-elles se révéler utiles? Elles peuvent peut-être se révéler utiles et leurs conseils peuvent peut-être être adaptés à notre situation. Alors, que conseillaient ces auteurs aux capitaines et aux généraux de leur époque pour se prémunir de la ruse? Deux choses. Tout d'abord, de faire preuve de prudencia. La prudencia, ce n'est pas simplement la prudence comme de faire attention, la caution aujourd'hui. C'est un terme sur lequel on pourrait écrire des livres entiers, et d'ailleurs ça a été fait. Mais dans le domaine militaire, c'est une qualité extrêmement importante que l'on peut résumer, vraiment dans le domaine militaire, comme la capacité à comprendre rapidement une situation et à prévoir toutes les répercussions possibles d'un acte réalisé dans cette situation, afin de prendre une décision avisée. C'est ça, c'est ce qu'on a vu avec Allenby, c'est-à-dire essayer, ou Allenby ou les autres, d'essayer d'avoir une lecture tellement fine et précise et lucide de la situation que rien ne peut nous prendre par surprise. Ensuite, l'autre chose que recommandaient les auteurs militaires anciens, c'était d'étudier les ruses du passé, ce qui justifiait d'ailleurs d'en publier des recueils, ceux de Frontin ou Paulien, etc. Car l'histoire est mère de prudence, c'est une expression proverbiale particulièrement diffusée à la Renaissance, mais à d'autres époques aussi. Donc on a une qualité de l'esprit et une certaine culture, donc, que les capitaines du passé devaient posséder pour remporter la victoire et éviter la défaite. Et peut-être bien, mais c'est là un champ évidemment qui reste à explorer, que deux éléments semblables peuvent nous aider à surmonter le défi de la désinformation. Une qualité qui serait nécessaire et qu'on pourrait assimiler à l'esprit critique, à un esprit critique guidé par la raison, et une culture du passé, une meilleure connaissance de l'histoire, dont il faudrait toutefois commencer sérieusement à tirer des enseignements. Merci beaucoup pour votre attention.
merci pour cette conférence. Alors, une des différences quand même qu'on peut percevoir, c'est que dans l'épisode de 3, il y a l'intervention des dieux. Alors que plus récemment, ils ont disparu du tableau. Mais je dirais que c'est une différence peut-être un peu superficielle. En tout cas, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des mécanismes psychologiques qui transcendent le temps et qu'on retrouve, qui sont liés en fait à, je dirais, la conscience humaine et la psychologie humaine essentiellement. Oui, exactement. Alors, pour rebondir déjà sur la première partie de ta remarque, il y a des dieux qui interviennent et c'est surtout, il y a des auteurs qui interviennent parce que c'est tous des récits qu'on obtient, c'est de la littérature. Donc, il y a des auteurs qui interviennent pour faire intervenir les dieux quand il faut. Mais effectivement, c'est vrai que ce facteur-là, pour les Russes de notre temps, s'efface. Et l'importance du facteur psychologique, il est évident et c'est assez clair. En même temps, je trouve ça, moi, un peu... ça fait un peu peur, dans le sens où on se dit qu'on n'arrive toujours pas à sortir de ça. C'est ce que je voulais dire à la fin, on va tirer des enseignements de l'histoire. Ça fait des siècles et des millénaires. Frontin, au 1er siècle, il dit au général de son époque, mais apprenez l'histoire, regardez les exemples du passé, ce qu'ont fait ceux qui étaient là avant vous, pour guider votre action actuelle. Et c'est exactement ce qu'on répète encore aujourd'hui à tout le monde, aux gens. Apprenez l'histoire, tout le monde oublie l'histoire. Et c'est une litanie qu'on répète un peu à toutes les époques. Et j'ai l'impression que, on exagère en se plaignant de ne pas connaître l'histoire, mais j'y pense pas, j'y crois pas. Ou alors on n'arrive vraiment pas à tirer des vraies leçons. C'est-à-dire qu'il y a un blocage psychologique peut-être à ce niveau-là. Et donc aussi, ce qui est intéressant, je trouve, dans ce que tu as décrit, c'est que il y a toute une série de mécanismes psychologiques qui rentrent en ligne de compte, mais il y a aussi certaines fois, alors il y a le facteur de la vraisemblance, pour que la ruse fonctionne, il faut qu'il y ait, que ça soit vraisemblable, et il y a le facteur chance aussi qui intervient. Ça toujours, ouais. Mais ça, c'est ce qui fait que des stratagèmes parfois très ingénieux ne fonctionnent pas. Parce que, par exemple, dans le récit de Cesare Maggi, celui qui n'a pas fonctionné, dans la version du chroniqueur que moi j'ai suivi, c'était donc un garde qui avait remarqué un détail. D'autres chroniqueurs avaient dit que c'était deux charrettes qui s'étaient malencontreusement tamponnées, ce qui avait dévoilé les adversaires. Effectivement, il y a des facteurs comme ça qui jouent pour la bataille de Waterloo. Alors là, c'est pas vraiment une ruse, mais on sait maintenant, il y a eu un ouvrage assez récemment qui a été publié qui montrait qu'il y a eu cette éruption du volcan 2 ans avant dans le Pacifique qui avait créé ce grand nuage de poussière, des conditions météo effroyables pendant l'été et l'hiver suivant, les troupes de renfort de Napoléon qui n'arrivent pas à temps à cause de la boue et la bataille qui est perdue. Donc là, on peut vraiment parler de malchance pour le coup. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, alors je vous fais passer le micro. Parce que sinon, on n'entend rien comme il y a des gens qui écoutent par visio. Merci bien. Je suis passionné de stratégie militaire et je remarque que dans les 80 dernières années, donc depuis la fin de la Première Guerre mondiale, on voit une recrudescence des conflits irréguliers avec donc les stratégies de guérilla. La stratégie de guérilla, c'est considéré comme une stratégie où c'est basiquement la ruse à la perfection. On est en sous-nombre, généralement moins bien équipé, à se battre contre un adversaire qui est en surnombre, qui est bien mieux équipé, qui a souvent aussi la capacité de la possession de l'air, donc une capacité de projection qui est meilleure, qui, dans un sens, devrait juste écraser l'adversaire. Mais où la ruse, donc, a l'air d'être l'arme ultime contre la force. La question que je me pose, du coup, c'est y a-t-il une arme absolue contre la ruse si la force ne peut pas marcher? Alors, vous avez fini la question ? Oui. Effectivement, c'est tout à fait. On a des exemples sous les yeux en Afghanistan, les Américains au Vietnam, des forces normalement qui auraient dû. On aurait tous misé sur les forces les plus puissantes pour remporter ces guerres, et ça n'a pas été le cas. Est-ce qu'un certain degré de force peut battre la ruse? Ça dépend ce qu'on entend par gagner.
si c'est envoyer une bombe atomique qui tuera tout le monde, oui, tout le monde, enfin, la guerre sera gagnée, mais il faut voir à quel prix. Je ne pense pas qu'il y ait une force suffisante à un prix soutenable pour celui qui l'emploie qui puisse défaire la Russie dans les conditions actuelles. Voilà, à mon avis, mais c'est vraiment qu'un avis de béotien. Alors, d'autres questions dans la salle? Je vais toujours prendre un exemple qui est quand même assez récent. Donc c'était le siège de Grozny. Donc alors il me semble que c'était Tchétchène, je ne sais plus. Enfin bref, contre l'armée russe. Donc l'armée russe essaye de pratiquer la polyurcétie contre la ville de Grozny. Et eux essayent de pratiquer la ruse, par exemple en laissant une porte de sortie pour les civils, en espérant que les défenseurs de la ville vont faire des flexions, déserter et partir avec les civils. C'est avéré que ce n'est pas le cas. Est-ce que, dans la continuation de ma question, peut-on considérer la volonté comme étant une parade à la ruse? La volonté, oui, mais c'est pareil. La volonté, elle est. On peut identifier la volonté d'une personne, mais quand il s'agit de groupes de personnes, ça devient, je pense, une variable qui est difficilement contrôlable. Donc je ne saurais pas répondre typiquement à cette question. Par contre, je peux rebondir là-dessus sur ce que vous disiez sur laisser une porte ouverte sur les assiégés. Ça aussi, c'était des principes qu'on retrouvait dans la littérature antique, c'était de dire ne pas laisser de voie de sortie aux siens quand on était assiégé. C'était un moyen de s'assurer, c'était un stratagème que les leaders employaient pour que les siens se battent jusqu'à la mort, parce qu'ils n'avaient pas de voie de sortie. De même, faire en sorte qu'il y ait une voie de sortie pour les ennemis, c'était un moyen de diminuer les forces des autres. Voilà, ça c'est un stratagème qu'on retrouvait déjà à l'Antiquité. Après, de savoir si la volonté peut être... Enfin, on touche un peu des domaines de philosophie qui m'échappent un petit peu, je dois avouer. D'autres remarques ou questions? Oui, au fond. Bonjour. Tout d'abord, merci pour cette conférence, c'était très intéressant. Alors moi, j'ai aussi une question plutôt contemporaine. Donc vous avez parlé de 3 facteurs de la ruse complexe, donc la dissimulation, la simulation et l'intoxication, la désinformation. Et donc on remarque que depuis la Deuxième Guerre mondiale, avec maintenant une transformation de la guerre qui est devenue ultra moderne, qui n'a plus du tout recours aux masses, où c'est vraiment l'information qui prime les données, etc. Donc évidemment, il y a encore donc la ruse de l'intoxication qui prévaut. Mais est-ce qu'il y a encore de la place pour les 2 autres paramètres du coup, qui sont la simulation, donc la prise, la retraite ou la fuite simulée, ou la dissimulation? Alors, premièrement, ces 3 ressorts que je les ai pris par induction d'un exemple concret. Il y en aurait bien d'autres. Hein. Mais ce que vous dites, effectivement, c'est vrai qu'il y a, on va dire, une importance exponentielle qui est donnée à l'information, parce qu'on est dans la civilisation de l'information, et la guerre n'y échappe pas. Je pense que ces facteurs, l'évolution de l'art militaire très récente, implique un changement d'échelle, c'est-à-dire que des facteurs qui pouvaient jouer au niveau stratégique pourront jouer plutôt au niveau tactique. Par exemple, de simuler une fuite, une feinte, de simuler une retraite. Je pense que tant qu'il y aura toujours quand même, pour l'instant, il y a toujours des opérations sur le terrain, quoi qu'il en soit, ça pourra toujours s'appliquer. Ensuite, prédire l'avenir des opérations militaires de ce point de vue-là et donc de l'emploi de ces stratagèmes plus tard, c'est difficile. C'est ce que je disais un peu à la fin. Tant qu'il reste un facteur humain dans la bataille, je pense que ça sera toujours présent. Et sous une forme ou sous une autre, l'un des aspects vraiment passionnants, en même temps très compliqués de la ruse en général, et là je ne parle pas que de la ruse en général, c'est vraiment son aspect polymorphe. La ruse, c'est comme de l'eau. On la met dans un verre, elle prend la forme du verre.
la ruse de la feinte, de toutes les ruses que j'ai dites, elles peuvent s'adapter dans tous les domaines. C'est ça qui est assez intéressant aussi. C'est pour ça qu'on on a lancé cette opération pluridisciplinaire, parce que on voulait voir comment la ruse va prendre une forme différente dans des domaines différents, tout en restant elle-même. Et là, à mon avis, cette évolution dont vous parlez, effectivement, dans un contexte où on peut s'interroger sur comment vont se comporter certains mécanismes de la ruse dans l'état actuel très moderne de la guerre, je pense qu'elle prendra d'autres formes, mais elle continuera à exister tout de même. Bonjour, merci. Moi, j'avais une remarque et une question. La remarque, c'est qu'on parlait de ruse de la part des forces en minorité ou moins puissantes, mais il ne faut pas oublier que des forces les plus puissantes ont aussi utilisé la ruse, notamment, je pense que vous avez dû étudier, où je suis arrivé en retard, mais si vous en avez parlé, excusez-moi, le Lusitania. C'est les forces alliées qui étaient largement aussi puissantes que les forces de l'Axe. Bon, je pense que tout le monde connaît l'histoire du Lusitania. Et autre chose, plus récemment, les fausses armes de destruction massive, en l'occurrence de la force américaine, qui n'était pas en infériorité vis-à-vis de l'Irak. Ça, c'était juste la remarque. Et moi, j'avais un peu peut-être une question. Vous posiez de savoir pourquoi on n'apprend pas de l'histoire. Mais moi, ma question, ce serait plutôt que c'est au contraire, c'est nécessaire, la ruse, puisqu'on parle de guerre. Et je voulais juste citer comme ça quelqu'un comme Erasme qui dit bien la violence, le contraire de la vérité n'est ni l'erreur ni le mensonge, mais la violence. Or là, chaque fois ce qu'on étudie, ce sont des situations de violence, qu'elles soient psychologiques, guerre psychologique, ou même là on a parlé par rapport du vaccin, où on parlait d'état de guerre, voilà. Donc c'est nécessaire la ruse, puisque on a une thèse, une antithèse, puisque la violence c'est la définition, enfin il y a un problème dialectique. Donc moi, la question, c'est plutôt l'inverse. C'est quelle que soit la situation future qui se présentera, il y aura nécessairement de la ruse, parce que c'est intrinsèque à cette situation de violence, quelle qu'elle soit. Parce qu'on a chacun, il y a nécessairement deux camps, donc il y a deux positions qui seront nécessairement antithétiques, et donc vous aurez toujours quelqu'un qui voudra croire celui qui vous dit que le vaccin est dangereux, et quelqu'un qui vous dira le contraire. Que vous preniez de l'Égypte. Donc moi, ce sera un peu plutôt une question, c'est que peut-être apprendre que l'histoire n'empêchera pas que ça se reproduise, parce qu'à chaque fois, les intérêts, les conflits sont différents. C'est juste admettre qu'en tant qu'humain, on aura toujours on ne pourra pas trancher, puisqu'en fait, la situation en elle-même, elle est le contraire de la vérité. Je ne sais pas si j'ai été claire. D'accord, je vais prendre dans l'ordre inverse, que c'est plus frais dans mon esprit. Voilà, ce que vous dites, ça se défend. Je trouve que c'est un peu pessimiste. Je pense que justement, si on sortait de cette dichotomie toujours d'avoir une position et son opposé, on pourrait résoudre pas mal de problèmes si on sortait de cette dichotomie toujours. Mais effectivement, je pense aussi que la ruse sera toujours présente. Et je pense que l'histoire est nécessaire, simplement, c'est savoir ce que l'on en fait des enseignements qu'on retire de l'histoire. Ce que vous avez dit au début, j'avais dit, je l'ai dit très rapidement en passant, donc peut-être que ça vous est passé inaperçu, mais j'avais dit qu'effectivement la ruse était employée aussi par les plus forts. Et d'ailleurs, quelque chose qui est assez intéressant, j'ai évoqué rapidement l'ambivalence morale de la ruse. Alors je ne me souviens plus où exactement, parce que j'ai lu ça il y a quelque temps, mais dans certains papiers de l'état-major de l'armée américaine au XXe siècle encore, et dans la deuxième moitié du XXe siècle, il est explicitement écrit que les forces américaines n'utilisent pas la ruse. La ruse est l'armée des faibles et des lâches, et qu'eux, ils avaient la force. Et vous voulez intervenir peut-être ? C'est-à-dire ? Donc je disais juste à propos, les Américains n'utilisent pas la ruse, Midway. Oui, mais ils déclarent qu'ils ne... Après, voilà. Ils déclarent. C'est l'image qu'ils veulent donner d'eux-mêmes. Oui, exactement. lui, oui, donc on est d'accord. Mais il était important de montrer que...
Et c'est quelque chose qu'on avait exactement au Moyen-Âge. L'esprit chevaleresque voulait que le preux chevalier affronte l'autre chevalier, digne de lui, à armes égales, voilà, sans ruse et sans couardise. Mais effectivement, malgré toutes les déclarations qui étaient faites, au Moyen-Âge aussi, les preux chevaliers et les Américains au XXe siècle et au XXIe siècle utilisent la ruse aussi, moins efficacement peut-être que ceux qui sont dos au mur et qui n'ont rien d'autre que la ruse pour survivre, effectivement. Autre question, non? Oui, une question là-bas tout au fond. Bonsoir, merci pour la conférence. Je pensais au niveau biologique, par exemple, la ruse de l'orchidée pour attraper son bourdon. Ou dans la nature, si vous voulez, les rapports de séduction sont aussi des rapports de ruse qui sont plutôt dans le champ social, mais qui ne sont pas des rapports de pouvoir, ni des rapports de force. On utilise la ruse aussi par l'humour, peut-être. Oui, alors vous parlez des ruses animales et végétales. On voulait rajouter dans l'ouvrage qu'on a fait avec André des chapitres sur ça, mais on n'a pas trouvé de spécialiste malheureusement pour le faire. Mais c'est effectivement, il y a deux choses que je voudrais dire là-dessus. C'est quelque chose de très intéressant. Quand j'ai commencé à travailler sur la ruse, c'était ça. J'avais au début associé ça à un comportement humain. Et quand on se rend compte qu'effectivement, dans le monde animal, dans le monde végétal, et même au niveau des virus, des microbiologiques, il y a des formes de ruses. Enfin, on appelle ça des ruses. Mais on projette en fait, nous, l'idée de ruse psychologique sur ce qu'ils font. En fait, probablement, c'est l'évolution qui fait qu'ils se comportent d'une certaine façon sans qu'il y ait d'intention de ruser. Donc c'est peut-être là qu'il y a une différence. Mais c'est très important c'est très intéressant parce que ça permet. C'est un phénomène qui nous concerne tous dans tous les domaines de l'activité humaine. On est confronté à la ruse et c'est quelque chose en même temps qui nous dépasse parce que c'est quelque chose qui est présent dans la nature au-delà de nos intentions. Donc c'est quelque chose qui mérite qu'on se questionne là-dessus effectivement. Et là. Alors déjà, quand je sortais de mon champ chronologique, j'étais plus dans mon domaine de spécialité, mais alors là, je ne veux pas me lancer dans ce débat-là. Bien. Question? Bonsoir. J'avais une question. Est-ce que vous pensez que la technique de la désinformation peut tendre à faire changer les acteurs qui prennent part à la ruse? Je m'explique. Dans tous les exemples que vous avez donnés, on a l'impression que les personnes qui prennent part à la ruse, elles sont quand même plus ou moins consentantes. Les personnes qui rentrent dans le cheval de Troie, elles savent pourquoi elles font ça et elles ont tout intérêt à mourir à la guerre plutôt qu'autre chose parce que c'est comme ça en Grèce à l'époque. Et j'imagine que les soldats de Napoléon aussi avaient une certaine gloire. Or, aujourd'hui, on voit avec la désinformation que parfois... la masse du peuple peut être utilisée à son insu pour créer des ruses. Si je prends l'exemple par exemple de la crise de migrants qu'il y a eu en Pologne, où on leur a fait croire qu'ils allaient pouvoir aller en Pologne et en fait ils se sont retrouvés quasiment victimes d'une ruse d'un État contre un autre. Et du coup je voulais savoir si vous avez d'autres exemples dans l'histoire du peuple qui a été utilisé alors, déjà, juste, moi, je relativiserai un peu ce que vous disiez sur le fait que les soldats de Napoléon étaient très volontaires pour aller mourir. Mais bon, bref, au-delà de ça, il y a une chose qui change vraiment avec la désinformation actuelle, c'est effectivement l'impact des nouvelles technologies de la communication et des réseaux sociaux qui font que les gens ne sont plus, les personnes ne sont plus seulement réceptrices d'informations, mais elles en relaient, elles peuvent relayer donc des informations et même en produire des fois sans le savoir. Pour ce que vous disiez sur le cas des migrants, moi ça me fait penser un peu, c'est peut-être pas exactement la même chose, mais au cas des Juifs notamment dans l'histoire au Moyen-Âge qui étaient, par exemple, qu'on accusait à travers de la désinformation d'empoisonner les puits quand il y avait des épidémies de peste et tout le monde se jetait sur eux pour les massacrer parce qu'il fallait un bouc émissaire, mais c'est surtout parce qu'on avait cette grande opération de masse de désinformation qui était si facile à conduire, même à l'époque sans Internet, et là-dessus. Mais effectivement, justement, dans la conférence que j'ai faite il y a 2 semaines sur la désinformation, l'idée c'était de voir est-ce que la désinformation qu'on connaît maintenant, c'est un phénomène nouveau ou est-ce que c'est une évolution de phénomènes précédents? Et c'est vrai que les nouvelles technologies de la communication et de l'information impliquent des différences, surtout quantitatives,
c'est-à-dire qu'il y a une masse incroyable d'informations qui circulent, mais aussi dans une certaine mesure quantitative. Et notamment, je pense que ça, c'est l'élément qui change, c'est la participation des gens à ces phénomènes de diffusion de la désinformation, et parfois à leur insu. Et ça crée, et des fois c'est aussi une différence avec la guerre. Dans la guerre, là par contre, pour le coup, on a vraiment une dichotomie. On a toujours un camp et l'autre camp, dans la plupart des cas. Donc on sait qu'une ruse est là à l'encontre de l'autre, et les contre-mesures se font dans le sens inverse. Aujourd'hui, avec la désinformation, on a parfois du mal à identifier qui est la source de la désinformation et qui est la véritable victime. Et des fois, c'est simplement de créer ce sentiment de défiance générale. C'est-à-dire on envoie des informations fausses dans tous les sens. Et les gens ne savent plus quoi croire, qui croire. Pourquoi croirait-on aux scientifiques? Pourquoi croirait-on aux autorités politiques? Pourquoi croirait-on pas plutôt à Tartampion qui a publié un truc sur Facebook? Mais on alimente ce sentiment à force de désinformation et on participe nous-mêmes, en général, sans s'en rendre tout le temps compte à ça. Ouais. Merci. Donc, peut-être pour conclure, à ton avis, il y a un facteur russe dans le conflit qui oppose actuellement la Russie et puis l'OTAN à propos de l'Ukraine? Je pense qu'il y a toujours de la ruse. Je ne connais pas cette situation spécifique, mais je pense que je peux m'engager sans trop me tromper qu'il doit y en avoir quelque part. Ouais. Ouais. On ne saura pas tout de suite où était la... Non, ça, on le découvrira. Si c'est bien fait, on le découvrira après. Ouais. Eh bien, merci Michel. Merci à vous. Merci à tous. Voilà, à bientôt pour une prochaine conférence. Au revoir.